militant naturel s'il en est, Gérald Larose ne se définit pas aisément. Jeune rédemptoriste fraîchement recyclé dans la théologie de la libération et l'organisation communautaire, il demeure fier de son passé de cycliste émérite ou de prospecteur d'uranium, tout en se targuant de construire d'excellents fours à pain, d'être ambassadeur du Wapikoni Mobile et de présider depuis 10 ans aux destinées de la Caisse d'économie solidaire. Mais l'aspect probablement le plus spectaculaire de son parcours, c'est ce record de longévité qu'il détient en tant que président de la CSN. Il y a en effet consacré 16 ans de sa vie, alors que la moyenne n'est que de 7. Houspillé à gauche, chicané à droite, il a quand même su piloter sa centrale à bon port, dans les eaux aussi cruelles que glacées du néolibéralisme contemporain, et en a fait une intervenante majeure dans notre économie sociale. Au tournant du siècle, Gérald Larose est devenu prof à l'UQAM. Se définissant comme humaniste, constructiviste, sociocritique, il y enseigne désormais le travail social, une nécessité humaine qu'il a pratiquée toute sa vie dans ce Québec qui n'arrive toujours pas à se faire payer. Je suis né à Nord. Techniquement, je suis né à Nord. Je suis arrivé à Beurré, je n'avais que 6 mois. Donc, Beurré, c'est le village de notre enfance. Famille modeste. Mon père était un ouvrier de la construction, mais à l'époque, c'était très cyclique. Il a fait beaucoup de petits boulots. Ma mère, comme disait Deschamps, elle ne travaillait pas avec trop d'ouvrages. Je suis d'une famille nombreuse, ce qu'on appelle une famille nucléaire. D'un nom technique qu'on donne. Alors, une famille nombreuse de 11 enfants. Je suis le 7e. On est 7 garçons, 4 filles. Alors, disons, la vie associative, là, c'est un peu dans les gènes parce que on est dans une maison où il y a de l'ordre et il y a à la fois beaucoup de liberté. C'est-à-dire, dans la maison, il y a de la discipline, il y a de l'ordre. À l'extérieur de la maison, je dirais, c'est notre terrain. Et au nombre qu'on est, d'abord, on est capable de s'amuser tout seul, mais ça donne qu'on est au bout de la rue principale. La cour était un peu le terrain de jeu de la municipalité. Et ma mère sortait sur le bout de la galerie quand la chicane pognait, souvent entre les Anglais et les Français. Là, elle envoyait tout le monde, chacun chez eux. Elle disait, quand vous allez arrêter de vous chicaner, vous pourrez revenir. En fait, la maison était aussi un peu le bureau d'information. Le numéro de téléphone, c'était le numéro 51. Tout le monde appelait pour savoir à quelle heure la messe, est-ce qu'il y a une activité à la salle, à l'hôtel de ville. Donc, c'était aussi un peu le bureau d'information. Mon père a assumé des responsabilités, président de classe populaire, président de la commission scolaire, parce que chaque petit village avait sa commission scolaire. Mais je pense que c'est le fait qu'on était nombreux et donc très informés de tout ce qui se passait à gauche et à droite. Donc, les gens avaient pris l'habitude d'appeler chez nous pour s'informer sur l'ensemble de la vie de la société. C'était un peu, puis aussi comme on avait une grande, nous on vivait au premier étage, et puis tout le sous-sol, tout, disons le rez-de-chaussée, c'était tout grand ouvert, c'était une ancienne boulangerie. Donc c'était, quand il pleuvait, on se faisait nos pièces de théâtre, on faisait nos jeux de société, on réparait nos bicycles, donc c'était une place, un peu l'agora du village finalement. À Beurré, on est aussi dans un petit village minoritaire comme francophone, avec des tensions importantes avec les anglophones. Donc, la question nationale, on a connu ça assez tôt, je dirais. Mais il y avait des zones un peu plus neutres. La patinoire, c'était un peu plus neutre. L'église, parce qu'il y avait des Écossais et des Irlandais catholiques qui venaient à l'église. Et le curé faisait toujours un petit 2-3 minutes en anglais pour répondre à ses ouailles. Mais en dehors de ça, là, on se battait régulièrement. Pour aller à l'école, on était obligé de passer devant le high school, alors souvent, ils nous attendaient.
Donc, on mettait les plus costauds en avant, et puis qui ouvraient le terrain, et pour qu'on passe pour se rendre à l'école. Pour eux, c'était un sport que de tapocher les plus jeunes, francophones. Alors, mais on se défendait. Sauf que quand on n'était pas dans le groupe, là, on était obligé de faire un grand détour de 2000 pour rejoindre l'école par en arrière. On passait par le bois. Alors, donc, c'était du sport. Et Beurré est le seul village au Québec qui a fêté le 1er juillet sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, on fêtait la Saint-Jean-Baptiste le 1er juillet. Alors, c'est pour vous dire que l'espace pour les francophones là, était un peu restreint. Alors, si on voulait s'amuser, le 24 juin, il fallait reporter ça au 1er juillet. Puis, il y avait le char allégorique avec le Saint-Jean-Baptiste, le bouton, tout le kit. À Beurré, on ne peut pas dire qu'il y avait des notables francophones. Les notables étaient anglophones. Hein? Et le maire, le premier francophone qui a été élu, à partir du moment où il a été élu, a refusé de parler français. Alors, c'est pour dire l'état de colonisé dans lequel un certain nombre de personnes qui étaient en ascension sociale étaient pour être dans j'allais dire, pas la bourgeoisie, mais être dans le clan des notables de Beurré. Mais du côté des francophones, il y avait très, très peu de notables. Il n'y avait pas de notaire, il n'y avait pas de dentiste. Le médecin venait de coucher. C'était beaucoup des ouvriers, des cultivateurs. Bon, il y avait le directeur de la caisse populaire. Bon, personnellement, j'ai commencé quand même assez tôt à travailler avec des associations. Alors, j'ai l'habitude de dire que mon premier syndicat, ça a été les Enfants de cœur de Beurré, qui était en même temps un club social parce que on allait se baigner à la rivière, on allait aux eaux de Granby ou bien au parc du Mont Offord. Donc, c'était effectivement ma première responsabilité. J'étais président des Enfants de cœur. Alors, dès qu'on a formé l'association, on a augmenté, on est passé de 5 cents à 10 cents pour les basses messes, puis de 10 cents à 25 cents pour les funérailles et les mariages. Alors, disons, on a reconnu qu'il y avait dans les associations un rapport de force spontané. À l'école, bon, j'étais président de classe, et donc, assez jeune, j'ai assumé des responsabilités militantes, disons ça. Ben, il faut dire que dans les années 50, on est dans la catholicité, là, hein, les collèges classiques tenus par des religieux. Ma mère tenait beaucoup à ce qu'on étudie. Alors nous, on avait un oncle qui avait été marié, sa femme était décédée, il avait décidé de rentrer en religion chez les Rédemptoristes, donc c'est par lui qu'on a rentré au collège Saint-Alphonse de Sainte-Anne de Beaupré. On a été 3 à faire des collèges classiques chez les Rédemptoristes. Et donc, ça a été par là que j'ai pu faire des études avancées. D'abord le collège classique, puis ensuite l'université. Et moi, je dis toujours que ça a été une formation extraordinaire. Il faut dire qu'à l'époque, hein, tout se paie. Les études supérieures sont payantes. Là, on est avant la réforme de l'éducation. Dans ces collèges-là, c'est là. Alors, bon, c'est sûr qu'on étudiait, mais je dirais que la vie parascolaire était encore plus intéressante. On est au début des années 60, on est en pleine révolution tranquille, c'est la création des associations étudiantes, donc on forme des associations étudiantes. C'est la JEC, la Jeunesse étudiante catholique, est une organisation formatrice, alors qui donne de la formation aux leaders étudiants. Moi, je me rappelle, je suis allé, le premier camp que j'ai suivi à Saint-Alphonse de Rodriguez, on était là 300-400 à vivre sous la tente,
à être formé pour être leader étudiant. Et en revenant au collège, disons, au plan parascolaire, on développe le théâtre, le club d'art oratoire, le cercle d'action politique, le journal. Donc, c'est une vie effervescente qui est, au plan de la formation, un enrichissement que les cours traditionnels ne donnent pas. Alors moi, je pense qu'il y a un héritage de cette formation qui m'a beaucoup aidé et j'ai toujours assumé des responsabilités depuis, d'ailleurs, depuis le primaire, mais particulièrement au niveau collégial et au niveau universitaire également. Ça a été une école de très, je dirais, de très haut niveau. On a vécu l'automne 68 avec des grèves étudiantes. Là, je suis en théologie à ce moment-là. On a connu une grève de 5 semaines. C'est d'ailleurs la faculté qui a fait la plus longue grève à l'époque. Ça n'a rien à voir avec le printemps érable qui ont battu tous les records à ce niveau-là. Alors là, on est au début de la Révolution tranquille. Hein? Alors, la mise en place d'associations étudiantes, sortir pour aller dans des congrès de la FAGEC, la Fédération des associations générales des collèges classiques, l'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec. Alors, c'est une période effervescente et pour moi, c'est une véritable école de la démocratie, du fonctionnement des organisations, mais aussi de l'affirmation ou de la consolidation d'un certain nombre d'objectifs sociaux. Qu'on le veuille ou pas, on débat de l'intérêt général, on débat, je dirais, de l'avenir de la société, on débat de l'équité dans la société, la justice. Il faut dire qu'il y a aussi, au plan international, le courant de la théologie de la libération, d'inspiration marxiste, collé aux intérêts des classes populaires, beaucoup en Amérique latine, mais également ailleurs sur la planète. On fait venir Gustavo Gutiérrez, Gustavo Arroyo, Elder Camara, des gens qu'on a fréquentés et qui nous inspiraient beaucoup, et on est tous sur le terrain. Alors on est porteur de ces idéaux-là, et pour moi, ça a été un moment important, je dirais, de précision quant à mes propres orientations, où si au plan de la réflexion, on est théologique, on est là pour comprendre le monde, eh bien, on était plusieurs à aspirer à trouver comment on le transforme, et moi, ça a donné une décision que j'allais me former en travail social. Alors c'est là où effectivement j'ai opté pour entrer à l'université en travail social et j'y ai fait une maîtrise. Donc, moi, le collège classique, ça a été un formidable moment où je pense que ça a été la mise en place des grands idéaux que j'ai toujours poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 60, l'école n'est pas gratuite, c'est-à-dire les collèges, les études supérieures, le collège classique n'est pas gratuit. Et donc, l'habitude dans la famille, c'est on travaille l'été pour gagner l'argent qu'il faut pour payer nos études. Alors, mon premier travail, j'avais travaillé chez Réalins comme cultivateur, au IGA de Beurré. Mon troisième emploi d'été, ça a été d'enseigner les techniques à vélo, c'est-à-dire savoir comment pratiquer ce sport, mais aussi enseigner la sécurité routière à vélo. On était commandité par le ministère du Transport et commandité par Coca-Cola, qui rendait disponible une grande familiale et une roulotte une remorque dans laquelle on mettait nos vélos. C'est comme ça que j'ai découvert tout le Québec, d'ailleurs. J'ai fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, le bas du fleuve, Québec, la Témiscamingue, la Gatineau. Et on se faisait toujours une grande excursion à vélo. Une fois, on était parti de Ville-Marie, on était monté à Norby, en Ontario, descendu à Ottawa, rentré à Montréal. À un moment donné, mon frère Richard accepte une offre d'emploi
d'aide cuisinier dans un camp de prospection dans le Grand Nord. Alors, il est allé dans le Grand Nord et il n'a jamais fait de cuisine parce que c'était un tout petit camp. Et il a été dans la prospection minière tout de suite. L'année suivante, ben moi, je me pointe à la compagnie. Je lui dis, moi, je suis disponible pour travailler pour Visout en même temps que mon frère Richard. Il m'offre d'être aide cuisinier. Alors, je m'en vais au Labrador, au Moran Lake, au nord de Goose Bay, 84 000 au nord de Goose Bay. J'arrive comme aide cuisinier. On était 13 dans le camp. Il n'y avait pas besoin de moi. Alors, j'ai fait de la prospection minière. J'ai commencé à faire comme aide prospecteur. Et j'ai fait ça 4 mois par année pendant 10 ans. Non, rien. J'ai tout appris ça sur la gueule. Alors, c'est une compagnie française, hein? Il faut le rappeler. Alors, c'était la Morta Canada Limitée, qui était le bras séculier du Commissariat à l'énergie atomique de France. Donc, ils embauchaient des gens qui étaient de bonne volonté et on nous formait sur le tas. Alors, moi, j'ai appris en travaillant avec un prospecteur, j'étais aide prospecteur. 3 ans après, j'étais prospecteur moi-même, c'est-à-dire je savais très bien comment manipuler l'ensemble des appareils. Une année, j'ai été responsable de la main-d'œuvre indienne. Alors, quand on était au nord du Saskatchewan, parce qu'on avait des équipes d'Indiens pour faire les lignes, alors j'ai été responsable des équipes amérindiennes. Alors, j'ai fait ça pendant 10 ans. D'abord, je me redonnais une forme physique extraordinaire, mais c'était aussi une expérience humaine incroyable, parce que c'était les Nations Unies qui étaient là. Alors, c'était des Français, il y avait des Finlandais, des Indiens de l'Inde, il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient, des Français qui avaient travaillé en Afrique, la Nouvelle-Calédonie, des Canadiens anglais. C'était les Nations Unies qui étaient réunies. Je dirais, j'ai découvert la diversité. J'ai découvert le monde à travers cette expérience-là. Et à un moment donné, j'étais le plus vieux travailleur dans l'entreprise parce que moi, j'y allais de façon régulière. Et je me suis fait des tas d'amis à travers le monde, en particulier en France. J'ai découvert tout le Canada, j'ai découvert l'Arizona, j'ai découvert le nord du Mexique, la Colombie-Britannique, le Yukon. Ça a été la découverte du monde. La trajectoire syndicale, c'est un accident de parcours. Moi, j'ai jamais planifié, j'ai jamais pensé que je ferais un itinéraire syndical. Travailler avec les organisations, ça, oui. J'ai toujours aimé travailler, développer des organisations, les faire évoluer. Ça, c'est, je dirais, j'ai toujours fait ça. À l'époque, on est en 1975. J'habite le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je milite du côté des associations de locataires parce que le quartier est un quartier de locataires. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de code de locataires à l'époque. Hein. C'est venu avec le ministre Hardy en 1978. Donc, tout se règle sur la gueule là, dans les logements. Il y a beaucoup de logements insalubres. Donc, je milite dans la formation des associations de locataires. On crée une fédération des associations de locataires qui est habilité par le Conseil central de Montréal. C'est Michel Chartrand qui est président du Conseil central de Montréal. C'est là que je fréquente pour la première fois une organisation de la CSN. Il y a en même temps dans le quartier le centre communautaire qui est en fait l'organisation qui va donner naissance au CLSC. Parce que Castonguay-Neveu est venu voir cette expérience-là dans Hochelaga-Maisonneuve pour s'apercevoir que, ben oui, au lieu de faire des centres locaux de santé et des centres locaux de services communautaires, de services sociaux, on est bien mieux de mettre tout ça et ça leur a donné l'idée de créer les CLSC. C'est une organisation populaire, démocratique, avec des assemblées générales citoyennes tous les mois. Alors, on crée un centre communautaire dans lequel il y a du médical, du dentaire, l'éducation des adultes, la popote roulante, des trucs pour les personnes âgées, des trucs pour les petits bébés, etc. Ça fourmille de toutes sortes d'activités. Ça deviendra le CLSC. C'est là aussi où je suis bénévole pour la CEF,
la CEF qui vient d'être créée, enfin, qui a été créée par Pierre Marois, qui deviendra le ministre du Développement social de René Lévesque. Alors, donc, je suis dans le quartier, Hochelaga-Maisonneuve. Quand le CLSC se crée, je deviens salarié du CLSC à l'organisation communautaire, avec responsabilité, disons, de ce qu'on appelait l'aménagement du territoire. Alors, c'est l'immense folie de Robert Bourassa qui décide de passer une autoroute. Il fait raser 1625 logements ouvriers. On organise la contestation pour que cette autoroute-là ne passe pas. Lui réplique en faisant raser ces très, très beaux logements. Il n'y a jamais eu d'autoroute par ailleurs. On est dans une effervescence extraordinaire durant toute cette période. On syndique le CLSC, qui est le premier CLSC au Québec. J'assume des responsabilités dans l'organisation syndicale. C'est par ce biais-là que l'Assemblée me demande d'être représentant du syndicat au Conseil central de Montréal, au Congrès. De fil en aiguille, j'assume une responsabilité au Conseil central comme militant. Mais pour raconter l'histoire très, très exactement, c'est parce qu'il y avait une équipe ML, marxiste-léniniste, qui se présentait, et l'équipe de Michel Chartrand, voulant ne pas, disons, se faire doubler par les ML, il y avait le poste à l'information qui n'était pas, il n'y avait personne sur ce poste-là qui se présentait. On m'appelle dans la nuit pour dire tu pourrais pas te présenter. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas mon itinéraire. Là. Moi, je suis pris dans le quartier sur mille et une choses. Finalement, ils me convainquent de mettre au moins mon nom jusqu'à temps qu'ils élisent quelqu'un à la prochaine assemblée. Il n'y a jamais eu d'élection à la prochaine assemblée. Finalement, de fil en aiguille, j'ai assumé la responsabilité de vice-président à l'information sous la présidence de Michel Chartrand. Ensuite, Michel est parti. Il y a eu un intérim avec André Lauzon à la présidence et au Congrès. Il y a eu ouverture, Michel quittant, à la présidence. Alors, je me suis présenté à la présidence avec une équipe complète. Alors là, on est en 1979. On est dans la période très effervescente avec les marxistes-léninistes, disons, qui, eux, se cherchent à prendre, disons, le pouvoir dans une instance pour ensuite faire la job politique avant de faire la job syndicale. Donc, moi, j'ai toujours été allergique à ce type d'orientation. Pour moi, la militance syndicale, c'est une militance démocratique à la défense et à la promotion des intérêts ouvriers. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de politique, mais on ne peut pas consentir à ce que l'organisation syndicale devienne la courroie de transmission d'une organisation politique. Alors ça, c'était très, très clair. Alors, c'est avec conviction que je me suis présenté à la présidence pour affirmer la ligne syndicale et on a gagné. Alors, j'ai été président 3 ans et à ce moment-là, il y avait une grave crise à la CSN en 1982. Bon, je rappelle qu'au plan de la conjoncture, 1980, c'est l'échec référendaire. 81, c'est la grave crise économique. Taux d'intérêt à 21%, le taux de chômage qui se multiplie par 2 puis par 3 dans certaines régions, disons, l'inflation qui galope, donc une grave crise économique. 3e secousse sismique, la ronde des décrets s'en vient dans le secteur public. Donc, à la CSN, disons, on est vraiment dans la turbulence. Le président quitte, qui est Norbert Rodrigue. Alors, je me présente à la première vice-présidence, qui est la responsabilité de la négociation du secteur public. Alors, je suis élu à la première vice-présidence, mais le président, qui s'appelle Donatien Corriveau, est élu, mais il n'a jamais présidé. Il est tombé malade tout de suite. Donc, le premier vice-président que je suis devient, dans les faits, président. Et j'ai été nommé président au mois de septembre suivant pour remplacer Donatien Corriveau, qui a quitté ses fonctions. Donc, j'ai assumé des mandats syndicaux au début pour dépanner, disons ça comme ça.
Ouais. Et puis finalement, oui, j'ai assumé, alors là, pleinement, à partir de la présidence de la CSN, de septembre 83, là, j'ai assumé le mandat. J'avais une grosse réputation de gauchiste à l'extérieur. À l'intérieur de l'organisation, les gens reconnaissaient que j'avais quand même des habiletés à rassembler, puis à faire les débats et à s'organiser pour que l'organisation, disons, fonctionne dans la transparence. Alors, les plus à droite étaient inquiets. Bon, c'est sûr que les plus à gauche, les ML, me houspillaient chaleureusement. Mais assez rapidement, j'ai quand même réussi à dégager un corridor suffisamment large pour que tout le monde se sente à l'aise.